Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce 9e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir M. François Rebello, économiste, ancien député de l'Assemblée nationale et président fondateur de la compagnie Train Hôtel. Alors, bonjour François et merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, tout d'abord, si on a un gros programme, le transport, c'est quand même assez vaste comme sujet. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous entendre par rapport à ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet-là et pour quelles raisons vous pensez que c'est un sujet qui devrait être vraiment d'intérêt public? Bien, d'abord, au moment où j'étais député, là, il y a plus qu'une dizaine d'années, déjà, il y avait beaucoup de problèmes de congestion. Mm-hmm. Donc, je dirais que la famille là, typique, c'est pas mal le quotidien des gens d'avoir des problèmes de transport. Donc, ça m'a préoccupé. L'autre élément aussi, c'est que je trouve que la vie, la qualité de vie, quand on est dans un environnement où il y a du transport en commun, souvent, elle est bien meilleure. Tu sais. Donc, par exemple, en Europe, quand on voit les centres-villes, tout ça, puis même aussi, à mon avis, moi, je vis, par exemple, sur le plateau Montréal, je vis dans un quartier où on peut faire beaucoup de choses à pied, pas toujours besoin de l'auto, tout ça, puis j'apprécie ça. Tu sais. Fait que je me dis, peut-être qu'on... Non seulement on va rendre ça plus pratique, plus fonctionnel, améliorer le transport, mais peut-être aussi on peut créer des milieux de vie plus agréables où est-ce qu'il y a moins de voitures en améliorant le transport. Finalement aussi, quand on fait des longues distances, comme moi à l'époque, j'étais député, je partais du centre-ville, du plateau, je prenais le train. Ici, à Saint-Lambert aussi, vous avez le train. Je m'en allais à Québec en train. Puis je revenais le jeudi. Puis c'était des belles heures pour moi. J'étais relax, je pouvais lire, tout ça. Souvent, je rencontrais des gens intéressants. Puis je me suis dit, bon, je peux aller à Québec en train, mais je peux pas aller à Boston, je peux pas aller à New York. Il y a plein... Donc, pour moi, conduire, c'est un peu comme une perte de temps. Puis en plus, c'est épuisant. Mm-hmm. J'apprécie beaucoup la qualité quand on est bien assis dans un train. Fait que je me suis dit, bon, on joue un peu l'utile à l'agréable. Puis c'est sûr aussi qu'il y a la question environnementale. On se cachera pas. C'est majeur. Là. On a envie les conséquences au quotidien. Puis moi, je me dis, oui, des fois, on n'a pas le choix de générer des conséquences négatives, mais des fois, on a le choix. T'sais. Puis moi, je pense qu'en transport, on a le choix. Mais c'est juste qu'on le fait pas. Fait qu'il faut trouver le moyen de le faire puis de donner si on veut, faire les plans en conséquence, que ça soit avantageux pour les gens de faire les bons choix. Mm-hmm. Oui, j'aime ça. On parle beaucoup d'éventail de choix, de liberté, puis j'aime déjà les comparaisons avec l'Europe parce qu'on est ailleurs en termes de transport. Évidemment, là, on entend un peu le volet transport urbain là, qui a peut-être occupé l'avant-scène là, dans les médias, du moins en termes de transport. T'sais, on a beaucoup entendu parler des transports en commun qui ont des gros déficits, mais plus tard dans l'entrevue, j'aimerais quand même qu'on aborde l'autre aspect que vous venez de mentionner brièvement, c'est-à-dire le transport interurbain, interrégional, qui peut-être passe un petit peu plus sous le radar. Donc, mais on peut vraiment pas éluder là, la question du transport urbain. Donc, d'abord, d'entrée de jeu, est-ce que vous pourriez, dans le fond, nous dire quelle analyse vous faites des difficultés financières, des déficits de maintien d'actifs là, qui ont vraiment été beaucoup abordés récemment? Et puis, quel est, selon vous, là, on a vu que les gens se lançaient un peu la balle, à savoir, c'est la responsabilité de qui, au final? Est-ce que... puis, évidemment, c'est sûrement une responsabilité partagée, mais quelle est la responsabilité respective des gouvernements, des villes et des usagers aussi, qu'on oublie parfois, là, mais dans cette équation complexe-là? Et je pense que c'est sûr qu'on peut mettre la faute sur les gouvernements qui manquent d'argent, mais aussi, à la base, ceux qui demandent l'argent, les sociétés de transport, à mon avis, ils doivent être capables d'expliquer ce qu'ils font puis de montrer qu'ils le font bien. Mm-hmm. Vous êtes conseillère municipale, par exemple, si vous avez des organismes qui viennent voir, OK, vous voulez les défendre, mais vous voulez qu'ils soient capables de démontrer que ce qu'ils ont, ils l'utilisent bien. Puis malheureusement, je pense que ce financement-là, des fois, il est pris pour acquis. Puis c'est pas toujours démontré. Moi, je travaille maintenant, en plus de développer des nouveaux trains, je suis aussi consultant, fait que je le vois. Il y a beaucoup de pratiques de gestion qui sont pas optimales. Mm-hmm. Puis il y a du gaspillage parce qu'on on gère pas de façon optimale. Je vais vous donner juste un exemple. Quand c'est le temps de maintenir des actifs, de rénover, par exemple des trains, on peut acheter des pièces des fournisseurs originaux. T'sais? Mais eux, ils sont plus sous la garantie, fait qu'ils vont charger le prix qu'ils veulent bien. Mm-hmm. Ou on peut aussi avoir des pièces alternatives,
par d'autres fournisseurs qui font la même chose. Puis comme ça, quand on fait une soumission, là, on contrôle les prix. Parce que le fournisseur original, lui, s'il n'y a pas de soumission, s'il n'y a pas de concurrent autorisé, il va charger le prix qu'il veut. Mais quand on fait ça sur des milliers de voitures, de trains, d'autobus, c'est de ça, fin de la journée, c'est de l'argent qui est gaspillé. T'sais. Donc, il faut gérer en générant une compétition pour avoir contrôlé les prix. Moi, je le vois, c'est pas toujours le cas. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement, on dirait, d'incentive ou... Parce que les gens, par exemple, les ingénieurs qui s'occupent de rénover les trains, ou si ça, eux autres, ils appellent tel numéro de pièce, puis l'acheteur, lui, il dit « Ah, ben c'est tel numéro de pièce. » Puis là, il dit « Il y a juste un fournisseur de l'appel. Ah, ben j'ai besoin de telle pièce. Ah oui, ça va être ça. Puis à quel prix? » Si t'es fournisseur, ça va mettre le prix dans le plafond parce qu'il n'y a pas de compétition. Fait que ça, c'est de la gestion, puis c'est pas juste à Montréal. Moi, je travaille dans l'horizon beaucoup nord-américain. C'est comme ça aussi dans plusieurs sociétés de transport aux États-Unis, alors qu'en Europe, ils sont comme plus matures sur ces questions-là, plus de fournisseurs, puis ils voient que c'est leur rôle de générer de la compétition. C'est un peu technique, qu'est-ce que je dis, mais c'est de la gestion. T'sais, il faut que nos sociétés de transport soient bien gérées. Aussi, la planification des projets. T'sais, je vois souvent, malheureusement, les bonnes questions ne sont pas posées. Des frais qui sont payés aux firmes d'ingénieurs pour faire les planifications, c'est très, très élevé par rapport à ce qui est obtenu. Les réponses sont pas... moi, je suis pas satisfait de la qualité là, de tout ça. Donc, oui, on peut demander de l'argent au gouvernement, mais je pense qu'au niveau de la gestion de nos sociétés de transport, il y a beaucoup mieux à faire. Puis c'est là que là, les villes sont très importantes parce que souvent, ces sociétés de transport-là, ils relèvent des villes. Si on prend la STM, ça relève la ville de Montréal. Donc, il faut que les gens qui sont les élus de la ville de Montréal, ils soient imputables de cette gestion-là. Puis ils s'organisent qu'elle se fasse comme du monde. Tu comprends? Puis c'est pas toujours le cas. Puis je pense qu'il y a un travail à faire pour ça, parce qu'après ça, il faut d'abord démontrer qu'on est efficace pour qu'après ça, les gouvernements en haut, ils disent « Ah oui, j'ai pas le choix, il faut que je leur fasse un chèque. » S'il y a un doute dans la tête des gens, il n'y a aucun gouvernement en haut qui va prioriser de donner de l'argent. T'sais. Fait que ça, moi, je pense qu'il y a un gros travail. Je vais vous donner un autre exemple. C'est très récent qu'on sait combien de monde dans chaque autobus, par exemple, les sociétés de transport. Avant, on ne savait pas ça. Puis ça, c'était Transport et refusait de donner cette information-là. Pourtant, c'est de base. Tu sais, quand les gens voient des autobus passer vides, ils disent ben, « Pourquoi je finance ça? » Fait qu'il faut avoir ces données-là, puis dire ah, « ben là, on a un problème, on n'a pas de monde dans l'autobus, qu'est-ce qu'on fait? » Il y a des technologies maintenant qui existent pour le transport à demande, tout ça. Tu sais, il faut utiliser ces choses-là pour pas payer des autobus pour rien. Puis c'est sûr que là, il y a des syndicats, il y a du monde à gérer, mais le monde ne sont pas imbéciles non plus. Là, on peut très bien, au lieu de faire A, on va faire B, mais c'est de la gestion puis de la créativité. Malheureusement, il n'y a pas juste dans le transport. En général, dans la société, je trouve que la tendance à pas trop valoriser la créativité. Au contraire, souvent, ceux qui réussissent le mieux dans les structures bureaucratiques sont ceux qui n'en ont pas trop. Parce que ceux qui en ont, souvent, ils se font expliquer que c'est pas exactement le but. Là. Tu sais, c'est suis les ordres puis attends ton tour. Et quand on a des gens comme ça, c'est évident qu'ils vont pas trouver des solutions plus tard parce que c'est pas des gens créatifs, c'est des gens qui vivent dans des silos. Tu sais. Fait que je pense... Donc, oui, il y a des choix à faire par les gouvernements en haut, mais ça commence par les gouvernements en bas. Même chose pour le développement de nouveaux projets. Il n'y aura pas une idée qui va venir d'en haut d'un ministère des Transports pour un nouveau train ou un nouveau service. Il faut que ça vienne des communautés qui se parlent, qui s'organisent, qui présentent un plan, qui s'assurent qu'il y a l'appui des citoyens. Puis après ça, le chèque va venir de Québec puis d'Ottawa. Mais le leadership local est déterminant pour arriver à des projets en haut. Avant de passer à la prochaine question, on reparlait de l'Europe et de la compétitivité qu'il y a plus là-bas, puis qui fait en sorte que ça coûte peut-être un peu moins cher, les contrats sortent moins cher pour toutes les... On le voit, là, les prix au kilomètre, mettons, de train, de métro. Est-ce que c'est réaliste de penser que dans notre marché de transport qui est relativement plus modeste, on va dire qu'on pourrait favoriser quand même une certaine compétitivité, puis tirer notre épingle du jeu? Ou... Bien, je pense que oui, mais il faut être intelligent. Tu sais, un exemple, par exemple, en ce moment, quand il y a des soumissions pour les trains, il y a un critère qui s'appelle assemblage local. Donc, il faut que le train soit assemblé nécessairement au Canada. Moi, j'ai conseillé au gouvernement, bien, au lieu de dire critère assemblage local, mettez contenu canadien, mettons 25 %. Il y a une grosse différence, parce que le train pourrait être assemblé ailleurs, mais il pourrait avoir des technologies qui sont faites ici. Par exemple, des systèmes électroniques ou autres. Puis, ça aurait encore plus d'impact économique ici que, mettons, juste avoir une usine à la Pocatière qui met des pièces ensemble, mais qui viennent de partout. Une fois que le train est fini, ces gars-là, ces employés, ils font quoi?
Alors que si une entreprise de technologie qui fournit des systèmes réussit à en fournir pour un train parce qu'il y a un incitatif, mais après, probablement qu'ils peuvent reprendre ce système-là puis le vendre ailleurs dans d'autres trains. Donc, il y a plus d'effets économiques que ça que... Bon. Mais le critère, en ce moment, c'est assemblage local. Fait que ça fait quoi? Il y a juste une compagnie qui a une usine au Québec. C'est l'Apocatière, c'est Alstom. Fait que ça fait qu'il y a un soumissionnaire. Fait que c'est sûr que le prix n'est pas optimal. Il y a un soumissionnaire. Alors que si on met le contenu local, bien là, peut-être que Siemens, peut-être que Hitachi, peut-être que Stadler, toutes les autres grandes compagnies, ils vont dire, ben là, j'ai pas besoin d'ouvrir une usine au Canada pour un train. C'est ça l'affaire. Si on leur demande d'ouvrir une usine, eux autres, ils vont dire, ben, aux États-Unis, j'en ai une usine. Comme Stadler, ils ont une usine, mais ils ont un marché énorme. Chaque ville. Ici, on n'a pas un gros marché au Canada, Montréal, Toronto, tout ça, ça justifie peut-être pas d'avoir un... Donc, eux, ils disent, ben nous, on va pas soumissionner là-dessus. Fait que ça fait qu'il y a juste un soumissionnaire. Là, les prix vont être plus élevés, la qualité aussi va être moindre. Fait que c'est possible, mais il faut encore là être créatif. J'étais surpris dans ces discussions-là que j'ai eues avec le gouvernement. Je sentais pas qu'il y avait la compétence, parce qu'il y avait du monde au bureau des affaires juridiques internationales, il y avait du monde dans le transport, mais il n'y a personne qui intégrait comme la vision de dire, OK, comment on fait pour en même temps favoriser notre développement économique local, puis en même temps s'assurer qu'on a plus qu'un soumissionnaire, qu'on contrôle les prix. Il n'y avait pas personne dans le champ, à part le premier ministre lui-même. Mais lui, il ne peut pas se préoccuper de ça au quotidien. Il faut qu'il y ait un haut fonctionnaire bien payé, que c'est ça sa job. Parce que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais là, peut-être qu'avec la création de l'agence de transport, il va y avoir assez de ressources concentrées à un endroit pour avoir quelqu'un qui fait cette réflexion-là. Parce que c'est pas vrai que dans chaque société de transport, ils vont se poser cette question-là. Il faut qu'il y ait quand même un endroit au gouvernement qui définisse les règles des soumissions dans le double intérêt du développement économique, mais en même temps d'avoir plus qu'un soumissionnaire. Puis ça, j'espère que cette agence-là va pouvoir jouer ce rôle-là. Je trouve bien intéressant. On a parlé là, des audits de performance là, qui ont été demandés par la ministre Guilbeault pour justement faire la preuve que les sociétés géraient bien leurs affaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense comprendre que vous êtes favorable à ce qu'on fasse un examen de nos dépenses minutieux. Là. Donc, est-ce que vous pensez que la suggestion, par exemple... en fait, qu'est-ce que vous pensez des propositions? Est-ce qu'il y a des bonnes, des moins bonnes idées? Et puis... Par ailleurs, là, la suggestion de la RTM qui était plus comme un ballon d'essai, mais dans le fond, de couper certaines lignes de train de banlieue qui sont peut-être moins fréquentées. Donc, deux petites questions de ce côté-là. D'abord, c'est bien ces audits-là, mais ça ne remplace pas l'autocritique des gens qui sont sur les conseils d'administration ou des élus, tout ça, parce que c'est des comptables. Des comptables, ça a une limite, là. Tu sais, ça peut pas... C'est pas des experts en transport nécessairement, ces gens-là. Donc, il y a aussi les gens qui sont dans ces organisations-là, dans les conseils d'administration, qui doivent eux-mêmes autocritiquer, avoir accès à l'information. Par exemple, savoir combien de monde dans quel autobus, comment, comme jusqu'à récemment, ils ne l'avaient pas, là. C'est fait que... Oui, puis eux, dans le fond, les comptables ou les firmes de consultants qui ont fait ça, ils sortent des questions, puis il faut ensuite y répondre. C'est sûr qu'il y a des choses... des fois, il y a des recettes un peu plaquées, là, comme, bon, on va prendre le privé, ça va être moins cher, mais encore là, il faut quand même faire l'exercice. Là. Des fois, c'est pas toujours le cas. Là. Mais c'est vrai que souvent, ça l'est, dans le sens que si les gens n'ont pas d'intérêt à réduire les coûts, puis sont payés de toute façon, ça se peut que ça soit beaucoup plus cher. Mais je dirais que... Donc, les recettes du tout le temps sous-traité, c'est pas toujours la meilleure affaire, mais il faut avoir un leadership de gens qui s'en préoccupent, qui disent comment on rend des comptes, qu'est-ce qui... par exemple, s'il n'y a pas de monde dans les autobus qui roulent, ben ça, c'est de l'information que ça fait longtemps qu'il aurait dû être rendu public, puis ça fait longtemps que les grandes sociétés de transport, au lieu de dire c'est comme ça, ils se posent des questions. Et surtout les technologies. Là, il y avait une réunion à Toronto, le congrès du transport commun canadien. Il y a plein de technologies pour les paiements, par exemple, des affaires bien plus simples que là, je suis là aujourd'hui, je regarde la RTM en train d'essayer de trouver des méthodes de paiement. J'arrive là-bas puis je vois des systèmes, des petits trucs que tu peux payer avec une carte de crédit, puis ça peut être add-on, tu peux mettre ça branché sur l'autobus, puis l'argent va rentrer dans le compte de banque. C'est pas besoin de tout refaire le système. Là. Puis demain matin, tu pourrais payer avec ta carte de crédit. Imagine l'impact au centre-ville de Montréal
en ce moment, tous les touristes l'été là, qui sont prêts à prendre parce qu'on s'entend puis que même au-delà des touristes, les usagers occasionnels dont je suis, à Londres, c'était comme ça. Puis c'était une joie de ne pas se poser 36 000 questions quand on embarque dans le transport en commun. Ouais. Tu sais, moi, ça m'est arrivé avec Exo, par exemple. Je voulais prendre le train de banlieue, puis je le prends pas souvent parce que je reste pas en banlieue, je reste au centre-ville. Je voulais prendre le train de banlieue pour aller voir un ami à Laval, prendre un verre avec lui. Puis j'ai pas été capable d'acheter mon billet parce que j'étais pas capable en ligne. Puis l'endroit pour l'acheter était pas proche du quai. J'avais pas le temps, j'avais manqué le train. Fait que j'ai pris le train sans acheter mon billet. Il y a personne qui m'a arrêté, mais ce que je veux dire, c'est que c'était ridicule, là, tu sais. Puis pourquoi que j'étais pas capable, tu sais. Fait que, mais là, ils sont en train d'essayer de réformer ça. Mais là, ils parlent de tout réformer. Là, ils veulent changer le back-office, tout. Puis on parle de des centaines de millions, là. Puis je suis pas sûr que c'est réaliste, là. Puis en plus, ils mettent comme condition d'être capable d'utiliser l'ancien système là-dedans. Fait que qui va subventionner là-dessus ceux qui le contrôlent, cet ancien système-là? Fait que là, tu vas avoir combien de compétiteurs? Va être combien, en tout cas? Fait que ça va sortir trop cher par rapport à ce que ça vaut. C'est pour ça que là, ça fait 2 fois qu'ils refont le... Mais là, je sais... Ce que je veux dire, moi, j'ai été là, à Toronto, là, j'ai vu personne de la RTM ou des... T'sais, moi, j'ai fait l'exercice parce que je suis consultant, je fais le tour des technologies, je pose des questions aux gens, mais j'ai pas vu notre monde, là, fait que des fois, je me questionne sur justement la qualité de la gestion, parce que si on est gestionnaire, il faut envoyer notre monde voir c'est quoi les meilleures technologies, puis faire un plan, là, en disant... même j'ai vu une autre technologie aussi, on n'a même plus besoin de mettre la carte. Par exemple, si on a notre code, mettons qu'on a notre carte dans notre téléphone, on peut marcher, puis là, sa machine va capter, par exemple. Fait que c'est quand tu as des grandes quantités, mettons, au métro, tout ça, ton temps tu peux être encore plus facile, mais j'ai pas toujours l'impression que nos gestionnaires font ces exercices-là. Puis une des raisons, c'est pas pour les disculper, les gestionnaires, mais les dirigeants, qui sont des élus municipaux souvent, à mon avis, ils posent pas les questions. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils font, là, mais pourquoi ils gèrent pas le conseil d'administration en conséquence que d'avoir des dirigeants qui répondent à ces questions-là. Pas sûr. Une des propositions, d'ailleurs, de RCGT, là, dans ses audits de performance, en fait, c'était d'enlever de réduire du moins le nombre d'élus sur les conseils d'administration. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou, à la lumière de ce que vous dites, c'est au contraire, il faut que les élus s'en préoccupent davantage de ce qui se passe dans les sociétés de transport? Les indépendants, ça en prend. Mais ça prend des élus aussi. Je ne suis pas nécessairement convaincu qu'il faut nécessairement enlever les élus et mettre des indépendants. Par contre, les élus, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Je vais donner un exemple. Par exemple, à Montréal, là, on n'en a pas de plan de transport en commun, là, de projet qui a passé. Il y en a quelques-uns qui ont été planifiés, mais le gouvernement s'est commis sur rien. La seule chose qui s'est faite depuis 20 ans, c'est le REM. Okay? Moi, je pense que la Ville de Montréal est un peu responsable de ça, parce que tous les projets qui ont été faits, puis défaits, puis ci, puis ça veut dire que la Ville n'a pas été capable de mettre ensemble les acteurs clés, convaincre les partenaires des banlieues. Tu sais, il faut... Je parlais de ça avec le premier ministre, avec François Legault. Il dit, François, va voir Valérie en voulant dire, moi, le premier ministre du Québec, c'est pas moi qui va décider si le train il passe à la rue A ou la rue B, là. Tu comprends? Il faut que Puis en plus, il y a des leçons de politique aussi à savoir. C'est-à-dire que quand la politique au Québec, les votes se gagnent dans les banlieues. Et donc, si on veut des dizaines de milliers de dollars, de millions de dollars ou de milliards dans les grands projets de transport collectif, il faut impliquer les banlieues. Il faut que ça soit un win-win entre la ville-centre et les banlieues. Parce que c'est ces banlieues-là qui vont avoir l'impact aux prochaines élections. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire quand on est en politique, mais moi, je ne le suis plus. Fait que je vous le dis, là, la réalité, c'est ça. La réalité, c'est... quand on est en affaires, le but, c'est de faire de l'argent. Puis quand on est en politique, il faut gagner nos élections. Fait que c'est sûr qu'il faut que les gens qui sont en position de leadership dans les grandes villes, ils s'organisent que leurs projets soient gagnants pour les régions au-delà de leur propre centre, pour que ça devienne un projet régional, puis que là, ça devienne éventuellement le projet du provincial, puis éventuellement du fédéral. Et le fédéral, ça leur donne rien d'avoir un avis sur un projet. Là, si avant, les villes n'ont pas organisé les affaires, puis le provincial n'a pas supporté, le fédéral, lui, il va attendre. Là. Je veux dire, il va dire, regarde, quand tout ça s'organise, vous m'appellerez, je vais faire un chèque. Là. Mais avant, il y en a qui ont du travail à faire.
Dans le contexte actuel, avec les difficultés financières là, que traversent nos sociétés de transport, est-ce que vous pensez que le fait de pousser pour une électrification rapide, là, puis de garder le cap là-dessus, ça continue d'être une priorité? C'est sûr qu'il y a les enjeux environnementaux, mais il y a aussi des enjeux économiques. Là. Donc, où est-ce qu'on devrait peut-être penser à mettre sur la glace puis à reporter par rapport, mettons, au garage électrifié, tout ça. Donc, est-ce que vous pensez qu'on a le bon rythme au niveau de l'électrification? Bien, tu sais, je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille pour le développement de nouveaux trains de passagers, par exemple, Montréal-Sherbrooke. Bien, c'est évident que dans notre plan actuel, on n'a pas un train électrique tout de suite au début, parce que le coût d'électrifier un train, c'est beaucoup plus élevé que juste de mettre un train au diesel sur une voie ferrée. Là. Si on parle de plus que 2 ou 3 fois le prix. Donc, avant de l'électrifier, il faut toujours bien avoir un marché, un train qui est populaire. Puis une fois qu'il est populaire, là, on peut l'électrifier. Donc, il y a une question de progression là-dedans. Maintenant, par rapport aux autobus électriques, tout ça, c'est bien que le gouvernement essaie d'encourager des entreprises québécoises, puis pour ça, ça prend des contrats. Fait que c'était ça un peu la logique. Hein? Mais c'est sûr que après ça, il faut que le gouvernement soit imputable c'est un peu comme Nordvolt. À un moment donné, tu dis, OK, est-ce que on a financé ça? Est-ce que cette compagnie-là avait les capacités de réaliser la commande? Puis ça, il y a des gens au gouvernement qui sont payés pour ça, là, pour faire ces évaluations-là. C'est la même chose pour les autobus électriques. T'sais. Donc, c'est sûr que si ces contrats-là d'autobus électriques, ils amènent à la création d'entreprises viables à long terme d'autobus au Québec qui vont se vendre en plus aux États-Unis, je pense que ça peut être bien de peut-être un peu plus audacieux puis de dire, OK, peut-être qu'on n'en a pas, c'est peut-être pas priorité numéro 1 pour le transport en commun, parce que le transport en commun, que le monde soit un autobus électrique, un autobus diesel, c'est déjà bon, là, tu sais. Mais de notre côté, si tu mets de l'électrique puis tu es capable de favoriser une industrie au Québec, je pense que ça se défend comme vision. Mais il faut que tu t'assures, tu sais, Lyon, je vois les problèmes qu'ils ont aujourd'hui. C'est quoi qui s'est passé? Tu sais, je sais pas. Est-ce que le management avait les compétences pour gérer la manufacture? C'est sûr que, bon, moi, je travaille un peu dans ce domaine-là, dans le manufacturier, des transports, c'est extrêmement complexe parce que tu as beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de risques. Puis si tu as des gestionnaires qui n'ont pas nécessairement de l'expérience manufacturière, ça se peut très bien. On l'a vu, je ne sais pas si vous avez vu les articles sur Taiga, par exemple, les motos électriques. Oui. Pourquoi ça n'a pas marché? Bien, c'est juste des problèmes d'ingénierie. C'est-à-dire qu'ils ont conceptualisé des motos, ils ont pensé que ça marcherait, mais ils n'ont pas fait tous les tests pour les développements de prototypes. Puis, ils ont manufacturé, on a une grande quantité de motos électriques avec des défauts. Puis là, c'est juste une fois les motos rendues dans le marché que là, ils se sont rendus compte, oups, on a un problème. Mais là, il était trop tard, tu sais. Puis c'est sûr que ça arrive, par exemple, pour les autos. J'ai une auto Ford branchable là, que j'ai été obligé de revendre à Ford parce qu'il y avait un problème de batterie. Mais Ford a les reins solides, là, tu sais. Eux autres, ils font un rappel une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde, là. Mais quand on parle d'une petite entreprise, tu lances un nouveau produit, ben il faut que les gens... Il faut absolument que tu aies l'expérience manufacturière de monde qui en ont déjà fait, parce que c'est comme n'importe quoi, ça s'apprend juste en se cognant le nez. Là, tu peux pas être parfait dans la vie. Puis tu le vois, OK, pourquoi? Il y a telle chose qui n'a pas été testée, telle chose. Fait que je pense que c'est probablement là qu'il y a eu un problème. La qualité du management, encore une fois, l'expérience manufacturière. On peut avoir une belle vision, mais si on ne s'entoure pas des gens qui ont l'expérience manufacturière, bien, il peut y avoir une petite erreur de rien dans la conception des ingénieurs qui fasse que tout le projet déraille. Puis c'est un peu ce qui est arrivé avec Taiga. Fait que dans le transport, je te dirais que oui, moi, je suis assez favorable à ce qu'on favorise l'électrification en autant que ça l'amène des impacts économiques, le développement de certaines entreprises. Mais là, il faut s'assurer que si on jette de l'argent public comme ça, on n'est pas... je veux dire, on n'aura pas des entreprises mal gérées qui vont se ramasser à la loi des faillites, là. Oui, surtout dans un contexte de difficultés financières.
Je trouve difficile d'éluder la question du télétravail qui a vraiment changé la donne depuis la pandémie là, en termes de transport, puis qui contribue au fait que certains autobus sont vides et qu'on a de la difficulté à retrouver la même fréquentation, disons, qu'avant la COVID. Euh, Comment pensez-vous là, que le transport devrait s'adapter à cette nouvelle réalité-là? Ou est-ce qu'on devrait, au contraire, même questionner cette nouvelle réalité-là qui a, comme par ailleurs, des effets positifs en termes sociaux et environnementaux? Ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette nouvelle réalité? Bien, c'est sûr qu'il faut s'adapter, mais en même temps, faut pas non plus exagérer parce que là, il y a eu quand même beaucoup de sociétés de transport qui sont revenues à des niveaux pré-pandémiques ou 90-95%. Mais c'est sûr probablement qu'il y a certains de leurs trajets de fin de semaine ou tout ça. Ouais, par exemple, nous autres, pour notre projet de train Montréal-Sherbrooke, on est au Montréal-Saint-Jean, Farnham-Beaumont. On a étudié le trafic depuis la pandémie. C'est sûr qu'il y a moins de navettage Montréal-Saint-Jean, parce qu'il y a moins de monde de Saint-Jean qui travaille tous les jours à Montréal. Par contre, il y a plus de Bromont-Montréal, parce qu'il y a du monde qui ont déménagé. Ou qui travaillent au Puis là, chalet. puis ils viennent 2-3 fois par semaine à Montréal. Tu sais, fait qu'au bout de la ligne, c'est même plus payant. Mettons pour un train de même, parce que les gens de Bromont vont payer plus cher que les gens de Saint-Jean. Fait que pour nous, la pandémie, elle amène un gain. Fait que c'est comme n'importe quoi, là, il faut regarder les choses objectivement, mais je pense qu'aujourd'hui, de façon générale, malgré le fait qu'il y a plus de télétravail, il reste que le marché est suffisant. Il faut organiser les choses, mais je te dirais, moi, je pense que l'élément le plus important, c'est de se tourner vers la nouvelle technologie. Parce que tous les gens qui ont des voitures, là, je pense aux baby boomers à la retraite, ils ont une voiture. Puis ils ont du temps. Puis là, il faut les convaincre de devenir des chauffeurs à temps partiel. Moi, je pense que c'est ça qui est le gros. Si on arrive à faire ça, ça va être énorme le gain, là, parce que dans le fond, c'est tout du transport en commun gratuit. Là. Gratuit, on va juste... moi, je pense à... Comme sur monsieur, Uber? là, oui, c'est ça, des systèmes comme Uber. Il faut utiliser... Puis c'est là que Uber ou d'autres sont importants. Oui, il y en a on peut faire des trucs homemade, tout ça, pour essayer d'organiser les choses. Mais il faut se rendre à Roger. Là. Roger, lui, là, qui va au Tim Hortons tous les jours prendre son café avec son SUV, lui, il faut le convaincre qu'en plus de prendre son café au Tim Hortons, il va aller donner un lift ou deux à quelqu'un, puis il va se faire un 30-40$ qu'il va dépenser au Tim Hortons. C'est dans le fond, c'est ça, grosso. Ça, là, si on arrive à faire ça, on génère énormément de transports en commun. Parce qu'en plus, il appelle ça le last mile, la connexion entre les grands services comme le REM, tout ça, comme le navettage au REM dans la Rive-Sud, c'est des Rogers comme ça qu'il faut qu'ils prennent. Puis comment on fait pour convaincre Roger? D'abord, ça prend une machine de marketing comme Uber. Ça prend des gros réseaux pour rejoindre, parce que sinon, Roger, il ne saura pas quand il est au Tim Hortons. Il lit son journal de Montréal, il ne sait pas, tu comprends? Mais comment que Roger va le savoir? Ça prend une machine de marketing. Puis ça prend la connexion entre le réseau public de transport commun puis le SUV de Roger. Là. Fait que c'est là que... Puis justement, j'étais à cette réunion-là à Toronto, puis c'était une de mes questions aux gens qui offrent le transport en commun, le transport à la demande, qui travaillent pour les Merci, tout ça. Je dis, vous autres, êtes-vous connectés avec le Uber ou le Lyft? Ou... Ça va être quoi le marketing pour que le réseau de la machine de marketing serve à connecter le reste, à faire connaître même le reste. Donc, tout je pense que ça, c'est vraiment un game changer encore plus grand que le télétravail. C'est la disponibilité de certaines technologies, puis comment on va les mettre à profit pour améliorer le transport en commun. En même temps, si on déplace plusieurs personnes vers Roger, pour reprendre. Les Rogers, oui. Est-ce qu'on se tire pas un peu dans le pied avec nos systèmes déjà en place? Est-ce qu'on cannibalise pas? Il y a eu ces commentaires-là par rapport au REM, même qui disaient nous, on perd nos lignes d'autobus. Est-ce qu'on cannibalise pas les structures qui sont déjà en place? Ça dépend des cas. C'est sûr que dans le cas du REM... mettons, les gens qui avaient des autobus directs de Saint-Jean au centre-ville versus... C'est sûr que c'est pas nécessairement gagne. Ça dépend des situations. Mais de façon générale, il faut faciliter la connexion entre les gens et le transport en commun. Puis sans un système éclaté comme ça, c'est impossible. Je vais vous donner un exemple. Notre train Montréal-Sherbrooke, mettons qu'on arrête à Beaumont. Okay?
En ce moment, là, il y a peut-être 1 ou 2 taxis dans toute la région de Beaumont-Coansville. Fait que c'est mathématiquement impossible que le taxi puisse desservir un train. Parce que si j'arrive avec 50 personnes qui débarquent, il va en avoir un qui va en taxi. Les 49 autres, ils font quoi? C'est déjà le cas. Moi, quand je vais en avion, exemple, à Sept-Îles, j'arrive à Sept-Îles, je peux attendre 1 heure des fois, là, parce que s'il y avait 2 taxis puis ils sont partis, là, fait que là, il faut qu'ils se réveillent à Sept-Îles, là, parce que moi, je veux plus y aller. Là. J'ai un meeting, il faut que je m'organise moi-même d'avoir un lift, parce que sinon, je vais mourir à l'aéroport. Fait que ça, c'est super important. Si on va avoir du transport massif, il faut que quand les gens débarquent, qu'ils puissent rapidement faire le last mile. Puis aussi, éviter les autos. Parce que les autos, quand on demande aux gens les stationnements incitatifs, par exemple, ça n'a pas de sens économique, ça. Parce que quelqu'un qui paye une auto, qui va la stationner toute la journée, puis qui paye en plus une passe de transport en commun, c'est les gens qui peuvent se payer ça, moi je le sais parce que dans le comté où j'étais à Saint-Constant, il y en avait des gens comme ça. Mais la plupart des gens, c'était quand même des hauts salariés. C'est pas les gens plus pauvres. Parce que les gens plus pauvres, déjà, ont de la misère à payer leur auto. Ça, ils vont pas se payer une auto plus une passe de train de 100 quelques piastres. Là. C'est trop cher pour eux. Donc, il faut pas qu'il y ait besoin de stationner l'auto. Il faut qu'il y ait une manière d'aller chez eux directement à bas coût pour qu'ils prennent le train, puis qu'il n'y ait pas besoin de cette voiture-là. Parce que s'il y en a une autre voiture dans la famille, bien, normalement, ils n'ont probablement pas besoin de celle-là. Ils en ont besoin là juste parce qu'ils n'ont pas d'autre façon d'aller au stationnement incitatif. Fait que la connexion entre le train, la gare de train, puis le citoyen est déterminante dans la... Sinon, il n'y a pas d'économique. Ça ne tient pas la route pour la plupart des gens qui sont pas... C'est sûr que les professionnels qui ont des gros salaires, eux autres, ils vont la payer, la carte de train, plus l'auto qu'ils vont laisser stationner. Mais ça n'a pas de sens économique. C'est pas accessible pour tout le monde. Ouais, ça ne fait pas assez de volume de clientèle aussi. Là, on parlait d'autos qui, dans le fond, qui servent à pas grand-chose pendant une portion de la journée, dans le fond, puis c'est quand même une grosse perte qu'on perd collectivement quand on a plusieurs voitures qui font rien, qui restent stationnées. Iriez-vous jusqu'à dire que vous êtes d'accord avec l'affirmation de M. Fitzgibbon à l'effet que il faudrait couper le parc automobile en 2? Puis est-ce qu'on s'en va vers ça? Est-ce que c'est la technologie qui va nous aider à aller vers ça avec des autos qui se conduisent elles-mêmes, ou est-ce que c'est pas réaliste de penser ça? Moi, je pense que dans le fond, il faut offrir les options aux gens. Puis, donner un autre exemple. Quand j'étais député à Saint-Constant, dans ce coin-là, j'ai su que quelques années auparavant, 10 ans auparavant, un peu plus, il y avait eu l'émergence du train de banlieue dans les années 90. À l'époque, c'est Florent Jonca-Deneau qui était la PDG de l'AMT. Elle a convaincu le gouvernement du Parti québécois à l'époque de mettre des trains de banlieue. T'sais. À l'époque, tous les maires là-bas étaient cons. Parce que pour eux, c'était des coûts. Parce que si tu mets un nouveau train, là, ils vont partager la facture. Dans la politique municipale, c'est comment ça marche. Là. Ils vont payer peut-être 40 des coûts d'opération. Fait qu'un maire de base, c'est con. Parce qu'il ne veut jamais payer plus. Jour 1, c'est con. Fait qu'il était tout con. Mais quand j'étais élu député, c'est comme 10 ans plus tard, si je parlais au maire de Saint-Constant, lui, il ne jurait que par la gare de train. Parce que tout son développement immobilier autour lui a rapporté énormément. T'sais. Donc, c'est ça. Donc, la question, c'est que... Excuse-moi, je me suis éloigné un peu de... C'est correct. De ta question. C'était d'avoir des choix. Moi, je posais la question quant au parc automobile. Là où je voulais venir, c'est quand les gens disent... Les gens ont trop d'auto. La culture, là. Moi, je crois pas à ça, la culture. Parce que quand, entre Saint-Constant d'avant puis 10 ans plus tard, c'était plus le même Saint-Constant. Parce que les gens avaient l'option. Donc, quand on offre l'option aux gens, si le train de banlieue il fait la job, là, le monde va le prendre. Là. Mais c'est sûr que si ça coûte cher, il n'y a pas de moyen de se connecter, c'est plus long que le taux, c'est tout ça qui fait que le monde ne prend pas le transport en commun. C'est pas que le monde, ils veulent pas. Là. C'est pas vrai. Le monde, ils sont pas plus ou moins... Ils sont pas différents. Moi, je pense que oui, il y a un petit impact culturel, mais de façon générale, c'est une question d'opportunité. Là, donc, ça serait comme un peu de mettre la charrue devant les bœufs, de dire on va laisser les autos quand on n'a pas de solution viable. Je pense que c'est un des gros problèmes des progressistes en ce moment. L'histoire des taxes carbone, tout ça, c'est que ça met beaucoup de pénalités, mais c'est pas connecté aux opportunités. Donc, si je reviens avec mon exemple à Bromont, je reste à Bromont. J'ai pas de moyen d'aller à Montréal... j'ai pas de train, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, pas le choix de prendre une auto.
Donc, oui, mais je vais quand même payer une taxe. Tu sais. Je paye une taxe pour me désinciter mon auto, mais je n'ai pas d'alternative. Puis c'est là qu'est le problème. C'est sûr que les urbains, même à Saint-Lambert, si vous avez quand même des systèmes, vous n'êtes pas loin de Montréal, il y a les trains, les ci, les ça, les métros qui n'est pas loin. Nous autres, les urbains, on a l'option. Fait que quand on se promène dans une auto, ça nous tente vraiment, parce qu'on n'est pas obligé. Tu sais. Mais il y a plein de monde qui n'ont pas cette option-là. Tu sais, les gens qui habitent plus loin dans les deuxième, troisième couronnes. Puis c'est ces gens-là, d'ailleurs, qui se plaignent le plus des taxes carbone. Parce qu'ils disent, écoutez, là, vous me taxez, moi, j'ai pas le choix de prendre mon char. En plus, eux autres, ça fait une différence. Tu sais, nous, si on fait juste quelques kilomètres de temps en temps, ou la fin de semaine, on prend notre auto, ça ne dérangera pas dans le mois, notre facture de gaz ne sera pas élevée. Là. Mais si tu es quelqu'un en région puis tu fais 100 km à tous les jours, là, puis que l'autre, il te met une taxe verte, puis que tu n'as pas d'autre choix, là, moi, je pense qu'à un moment donné, les progrès sont là, ouais, je comprends pas là, comment ils pensent, le monde en campagne. Écoute bien, là, ils pensent comme tu penserais si tu étais à leur place. Mais je pense que c'est vice-versa, puis j'y arrivais. Là, on parle souvent de la guerre, la guerre à l'auto, ou je sais que les cyclistes aussi se sentent visés par des commentaires de gens en pick-up. Bref, c'est quand même très divisif comme sujet, alors que dans le fond, c'est des réalités tellement distinctes que c'est difficile de comparer le transport en région avec les dynamiques urbaines. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour se sortir de ce cercle vicieux-là qui n'est pas très constructif, vraiment? Là? Je pense que c'est le leadership local. Tu sais. Ça prend des bons élus locaux qui peuvent... puis je pense que tu peux sûrement témoigner là, tu sais, dans les conseils municipaux. Peut-être Saint-Lambert, c'est un peu différent parce que ça change moins, mais il y a des places dans les petites villes de campagne. Il y a des nouveaux élus qui arrivent, il y a des anciens qui sont là, puis là, il y a un genre de choc de culture, tu sais. Puis c'est la capacité de rassembler ces gens-là autour d'un projet de transport qui va être bon pour les deux groupes. C'est vraiment... Moi, je crois beaucoup, beaucoup au leadership local parce que c'est très difficile de résoudre ça en haut sans qu'il y ait eu un leadership local qui ait rassemblé. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est sûr qu'il y a des incitatifs aussi qu'on peut mettre en haut. T'sais. Puis là, je vais vous donner un exemple bien simple, mais le financement du transport en commun, il faut qu'on relie l'intérêt économique aussi avec l'intérêt du transport. T'sais, comment on fait pour... Par exemple, le REM, pourquoi le REM, c'est le seul projet qui s'est fait depuis 20 ans? Parce qu'il y a de l'argent qui a été fait, là. Parce qu'il a été connecté au développement immobilier, puis il y a une commission sur chaque porte à Brossard qui a été payée à la caisse. Sinon, la caisse n'aurait jamais fait ça. Puis que ça va aider aussi avec l'aéroport, qui est un autre aspect du transport, dans le sens où on a des gros enjeux d'accès à l'aéroport et tout. Ouais. Ça va mais la vraie aider avec affaire, ça. c'est du cash direct. Je vous le dis, là. Les promoteurs, ils ont dit, il y a un champ à Brossard. S'il n'y a pas de train à Brossard, on ne fait rien que nos terrains. S'il y a un train, on va développer nos terrains. Là, les gens de la caisse ont dit, tu veux que je t'amène le train? Tu vas me donner une commission sur chaque porte. Let's talk, c'est combien? C'était 150 millions. La caisse a dit, nous autres, on a 150 millions, on est capable de prendre un risque avec ce train-là. Puis une chance qu'ils l'ont eu, parce qu'en plus, ils ont sorti le train au moment de la pandémie. S'il n'y avait pas eu 150 millions dans le compte de banque qui venait des commissions, là, il n'y avait plus d'argent. Il aurait fait faillite. Okay? Fait que la réalité, c'est que les revenus immobiliers, c'est un déterminant d'un projet. C'est pas juste qu'il faut que le projet soit bon. D'ailleurs, en ce moment, j'ai des discussions avec plusieurs villes qui me disent « Ah, mais Québec, on a fait des beaux projets, puis on attend l'argent, OK, mais c'est quoi la proposition? Tu as dit combien que tu donnes par année en retour de l'investissement? Là, ils ne voient pas ça de même. Je dis oui. Je dis, mets-toi à la place du gouvernement à l'autre bord. Là. Si on dit que si on fait tel train, il se rembourse sur 10 ans parce qu'il y a des commissions immobilières, là. C'est pas la même affaire que juste une dépense. Si c'est juste une dépense, c'est dans la liste de toutes les autres dépenses. Tu es en concurrence avec les garderies, les écoles, les hôpitaux, les personnes âgées, tout ce que tu veux. Tout le monde crie famine. Là. Tout le monde crie famine. Et si tu dis, attends, je suis plus dans la même colonne. Moi, là, si tu me fais un chèque, si on fait le projet de 10 milliards, là, moi, je vais retourner 1 milliard par année en commission au gouvernement pendant 10 ans. Tu vas revoir le 10 milliards, puis on va signer l'entente. En plus d'aider avec la crise du logement. En plus d'aider. Tu sais, mais le reste, c'est tout nice to have. Tu sais, mais c'est comme quand toi, tu as une famille, je pense que tu as plusieurs enfants. En plus, à un moment donné, tu sais, il y a plein d'affaires nice to have. Mais à la fin de la journée, combien que ça te coûte, combien que ça te rapporte, c'est quand même, dans notre société malheureusement capitaliste, c'est ça qui drive le show, tu sais. Fait qu'il faut, dans le transport, qu'on fasse la même chose. Puis l'exemple de la caisse, c'est tellement évident. C'est la seule chose qui s'est faite.
Bien, j'imagine alors que vous accueillez favorablement les nouvelles là, à l'effet que les sociétés de transport vont peut-être pouvoir faire du développement immobilier qui serait cohérent avec le transport et tout. Là. Donc, Exact. Ça, c'est très intéressant dans le projet de loi. Je sais que les sociétés de transport l'ont demandé, les villes aussi. Je pense que c'est un game changer, puis ça va amener probablement peut-être plus d'écoute en haut. Puis ça va amener aussi les villes à... Parce que la ligne bleue, c'est un bon exemple. La ligne bleue, là, c'est incroyable le potentiel immobilier. Là. Dans cette région-là de Montréal, ça vaut cher un pied carré. Là. Puis peux-tu croire que pendant des années, c'est les propriétaires des terrains là, qui ont bloqué le projet? Parce qu'eux n'avaient pas d'intérêt direct. C'était pas connecté, les intérêts. Puis si la société de transport n'avait pas le pouvoir de même leur en donner à eux de l'argent en échange, il y avait complètement un désalignement entre l'intérêt des propriétaires immobiliers puis de la société de transport. Fait que je pense qu'avec le projet de loi qui est là, ça permet ça. Probablement que ça va permettre l'émergence de meilleurs, de beaux projets, puis une écoute plus grande pour le financement de Québec et d'Ottawa. Oui, c'est bien qu'on finisse par concevoir le transport comme une espèce de colonne vertébrale de nos villes, de nos régions. C'est ça qui est la trame, là, dans le fond. Là, je nous amènerai ailleurs avec l'annonce récente d'un projet de TGV. Projet qui sonne un petit peu peut-être électoraliste aussi. Là, je ne sais pas. Je voudrais savoir à quel point vous pensez que c'est un projet qui est viable et qui va aller de l'avant. Et on a aussi entendu des critiques par rapport au trajet, dans le fond, aux villes desservies. Certains nationalistes, je dirais, critiquaient un peu qu'on opte pour un TGV Québec-Toronto, alors que dans le fond, peut-être qu'on voudrait davantage s'en aller vers les États-Unis, New York et tout. Donc, votre son de cloche sur cette question? Bien, la première affaire, c'est sûr que le Canada, c'est Est-Ouest. Fait que ça m'étonnerait que le gouvernement fédéral fasse un Montréal-New York avant de faire un Montréal-Toronto. Puis en plus, l'argent du côté américain, je pense pas qu'il priorise non plus l'axe Montréal-New York. Fait que c'est pas tellement réaliste un TGV Montréal-New York. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je travaille sur un train de nuit, parce qu'à l'époque, j'ai bien vu que ça arriverait probablement pas. Fait que OK. c'est c'est fermé. Pas que c'est fermé, mais c'est pas comme réaliste. Okay. Je pense que c'est l'axe Est-Ouest dans le Canada, c'est plus naturel. Puis, mais déjà, c'est étonnant qu'on n'ait rien fait. Là. Ils s'enfargent en maudit. Là. Les libéraux au pouvoir là, dans ce dossier-là, j'en revenais pas. Moi, toutes les fois, j'ai plein d'amis là, dans ce... Tout le monde veut ça. Il y a aucun... En affaires, on appelle ça un downsize. Il n'y en a pas. Tout le monde est d'accord. Puis vous n'êtes pas à le faire. Puis ils sont pas capables de mettre 3 blocs un par-dessus l'autre parce que c'est trop bureaucrate, c'est compliqué, puis tata. Puis c'est pas juste les fonctionnaires, là, c'est le leadership en haut qui fait ça. Là, à un moment donné, il y avait un PDG qui faisait sa job... chez Viaray, qui avait monté tout un projet. Ils l'ont débarqué, ils en ont mis un autre, là, au moment où est-ce que c'est ça. Parce que probablement qu'il y avait des intérêts en cause là, en arrière de ça, là, qui n'étaient pas contents d'un, tout l'autre. Le leadership a vraiment nuit à l'émergence. Tellement que finalement, il a fallu qu'ils décident d'envoyer ça au privé parce qu'ils n'arrivaient pas à le gérer eux-mêmes. C'est ça, dans le fond, qui arrive avec le TGV. Là. Bon, quand on revient maintenant au TGV lui-même, premièrement, c'est qu'il ne faut pas poser train haute fréquence TGV comme ils ont fait parce qu'un TGV, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Okay? Parce que qu'est-ce qui fait qu'un train est plus lent? C'est pas le train lui-même. Même les vieux trains de 1910, là, ça va à 300 km/h. Mais ça va à 300 km/h sur une traque droite qui frappe pas des traverses. Tu comprends? Si tu fais des traverses, ou tu es dans des zones urbaines, ou tu as des courbes, aussi ou ça, c'est là que tu es obligé d'aller moins vite. Peu importe le train que tu as, ça va être ça le problème. Okay? Donc, qu'est-ce qui est important? C'est de s'assurer qu'entre Toronto, Montréal et Québec, il y a de moins en moins d'obstacles, il y a de moins en moins de courbes, il y a de moins en moins de croisements routiers. Puis ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Parce que si tu veux faire, mettons, Montréal-Toronto sans aucun croisement routier, bien, ça va prendre genre 5 ans de travaux. T'sais, fait que tu arrêtes tout pendant 5 ans, puis là, tu attends ton TGV. T'sais. L'autre option, il n'y aurait plus de train du tout pendant ou difficilement. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut y aller progressivement. C'est-à-dire, tu as ton train, puis là, de temps en temps, tu fais des travaux, puis tu as un budget, mettons, 1 milliard par année de travaux. Puis à chaque année, aux États-Unis, on appelle ça des bottlenecks. Tu enlèves des bottlenecks, tu doubles des tracks, tu améliores ta situation pour que, tranquillement, tu réduises le temps.
Fait qu'au début, ton train, il va peut-être prendre Montréal-Québec, il va peut-être commencer à 2h30. Après ça, il va être à 2h15, puis à 2h. Mais ça peut prendre, mettons, 10 ans, là, passer de 2h30 à 2h. Fait qu'au début, c'est un TGF. Dans le sens, c'est de la haute fréquence, il n'y a pas encore de TGV, mais quand il va être à 2h ou à 1h30, là, il va être un TGV. Mais quand pour arriver à 1h30, il va y avoir beaucoup d'investissements à faire. Mais ça va se faire, il faut que ça se fasse progressivement. Moi, l'État de New York a ça, il y a un vrai débat, il y a un vrai département de train, puis eux autres, ils ont un budget, puis à chaque année, ils enlèvent des bottlenecks à la track. OK. Puis c'est un plan. Comme un projet de longue haleine. Projet. Ouais, mais de toute façon, aussi, une question juste de firme de construction. Là. Si tu as trop de projets en même temps, ben, ça coûte trop cher, tu n'as pas t'as pas les ressources. Tu n'as pas les ressources, puis aussi, tu n'as pas l'argent. Mais l'important, c'est quand même d'avoir un train, mettons. Moi, je serais content si déjà c'était 2h30, Montréal-Québec. Je serais bien content par rapport à 3h. 2h30, c'est la même vitesse que l'auto. Déjà, on aurait beaucoup, beaucoup plus de demandes. C'est sûr que si on se rend à 1h30, au bout de 10-15 ans, on va être encore plus content. Fait qu'il faut faire ça. Mais entre le 2h30 et le 1h30, il y a peut-être je ne sais pas combien de milliards à dépenser. Là. Parce qu'à toutes les fois que tu fais un tunnel ou un pont, là, c'est de l'argent. Là. Ben, tu sais, un pont, là, c'est des affaires de 50 millions. Ça va assez vite. Là, fait qu'il faut voir ça comme un budget de long terme, puis garder. Mais je pense qu'ils en sont rendus là. Au début, il y avait comme ce débat-là, mais c'était un peu un show de boucan, là, à un moment donné, quand ça s'est mis à travailler plus. L'autre point qui est important aussi avec ça, c'est les revenus. On revient avec nos revenus de l'immobilier pour le REM. Bien, dans un cas de TGV, il y a quand même des revenus immobiliers. Parce que si on prend exemple Trois-Rivières. Trois-Rivières, en ce moment, c'est la campagne par rapport à Montréal. C'est loin. Tu ne peux pas rester à Trois-Rivières et venir travailler à Montréal. Mais s'il y a un TGV Montréal-Québec qui arrête à Trois-Rivières, bien, Trois-Rivières va se trouver être à une demi-heure de Montréal. Ça veut dire que Trois-Rivières va devenir une banlieue. Elle n'est pas une banlieue. Donc, on va augmenter la banlieue de Montréal en réduisant le temps de trajet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maison qui se vend, je ne sais pas moi, 1 800 000 $ à Saint-Hilaire, qui est dans la banlieue de Montréal, bien, elle va se vendre le même prix à Trois-Rivières. Mais aujourd'hui, à Trois-Rivières, la maison est la moitié du prix de Saint-Hilaire. C'est ça. Fait que c'est quoi l'impact sur la valeur immobilière à Trois-Rivières? Elle est énorme. Donc, si moi, je suis le privé qui dit, moi, je vais financer la traque entre Montréal et Trois-Rivières, c'est OK, bien, moi, je veux des commissions sur l'immobilier que je vais mettre là. Puis j'en veux pendant 10 ans, 20 ans. Comme ça, je vais être capable de financer toutes les traverses que je vais avoir bâties. Fait que ça, dans le projet, c'est super important. Si les leaders n'ont pas la vision de négocier au départ, parce que le maire de Trois-Rivières, si je mets le train, puis je vais le voir après, puis je dis hey, « moi, je veux une cote part », il va dire « non, le train est déjà là ». Mais si je dis « non, si tu veux ce projet-là, là, voici », puis pas juste ça, voici la hauteur que je veux, parce que tu es en politique municipale, tu sais que les élus municipaux, ils n'en veulent jamais de la hauteur, parce qu'il y a tout le temps un voisin qui n'est pas content. Fait que là, tu dis « ouais, tu le veux, mais moi, c'est pas 8 étages que je veux, c'est 20 étages. » Puis j'en veux tant, puis le plan, c'est sûr, on va pas faire juste pendant 5 ans, on va en faire pendant 30 ans des tours, là, parce que la population, elle va grossir. Fait que si tu vas faire un tour, le reste va être un parc, après ça, tu vas faire un autre tour, ton parc, il va se réduire au bout de 50 ans, par exemple. Mais là, c'est payant. Là, moi, je vais creuser le tunnel, parce que je vais avoir des revenus pendant 50 ans. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait, les chemins de fer, au départ, au Canada. C'est des décisions... Faut qu'il y ait des incitatifs. Moi, c'est un peu des décisions d'argent. Puis, heureusement, dans le transport, le bénéfice social puis environnemental, il est aligné avec le bénéfice économique. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, par exemple, aider les gens âgés, c'est juste bon pour la société, mais c'est pas une business. C'est sûr qu'à la fin de la journée, on n'a pas le choix de payer. Mais quand on est dans le transport, ça peut être une business si c'est bien orchestré. Vous en avez parlé, je pense, moi, j'ai un acronyme, là, LACFEM. Donc, c'est... pouvez-vous nous parler de ça? Puis de nous expliquer comment ce modèle-là est porteur, dans le fond, quand les élus prennent le leadership sur un projet comme ça. Bien, l'ACFEM, c'est l'Alliance pour le corridor ferroviaire Montérégie-Estrie. Donc, dans le fond, au départ, on avait une fondation qui développait, dans le fond, qui voulait lancer l'idée de faire un train Montréal-Sherbrooke, mais pas juste ça, qui est jusqu'à Boston aussi, mais train de nuit jusqu'à Boston. Bon, je vais parler aussi de train de nuit Montréal-New York, mais c'est le corridor Montréal-Sherbrooke
Boston. Puis là, la partie Sherbrooke-Montréal, on s'est dit, ben celle-là, il faut la faire plus rapide parce que là, il y a un marché pour le quotidien entre Montréal et Sherbrooke. Il faut upgrader les tracts. Puis là, à l'époque, ça fait plus que 10 ans de ça, on a parlé avec les élus municipaux du temps, la mairesse de Bromont de l'époque, Pauline Quinlan, puis ça. Puis eux, ils ont dit, c'est un beau projet, François, on est prêts à collaborer. Fait eux, ils ont commencé, on a fait une première étude avec l'appui de la Fédération canadienne des municipalités, le Fonds vert. Ça, c'est très bien. Ça nous a permis de faire un premier plan, les coûts, combien de monde prendrait le train, tout ça. Après ça, il y a eu une élection. Pauline Quinlan a pris sa retraite. Il y a un nouveau maire, Louis Villeneuve, devenu maire de Bromont, avec des nouveaux maires. Puis là, eux autres, ils ont dit, ben François, nous autres, on va aller plus loin. On veut s'en occuper. Au début, c'était comme notre idée, nous autres, la fondation, tout ça, mais là, c'est devenu, ils se sont appropriés de ça. Puis moi, je trouve que c'est une bonne façon parce que quand c'est le temps de négocier avec le chemin de fer, avec le gouvernement fédéral, provincial, c'est beaucoup mieux quand c'est les maires qui font ce travail-là. Par contre, ben, ça vient avec un peu de red tape, là, je dirais. Là. C'est plus long pour rien, des fois. Là. Mais bon, ça, c'est notre affaire. Là. Passer une résolution dans tous les conseils, ça peut prendre 6 mois. Là, mais ça, c'est une autre affaire. Mais bon, eux autres, ils bougent à la vitesse des villes. Puis moi, je continue avec notre équipe, puis avec des investisseurs. Nous, on prépare, dans le fond, le terrain pour que quand les ententes sont conclues pour les droits de passage ou tout ça, nous, on est capable d'arriver avec des partenaires privés. C'est pour développer les projets immobiliers, développer le train, tout ça. Fait que c'est un bel échange, puis on a un dialogue qui est très constructif. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, ils se sont appropriés. C'est ça, puis eux sont élus. Puis c'est sûr qu'eux, ils peuvent plus facilement, si on veut, parce qu'il n'y a jamais rien de parfait. Les inconvénients, c'est eux qui vont les gérer s'ils sont autour de la table. Mais on le voit avec le REM, par exemple, de l'Est. Ça a été une grave erreur, à mon avis, de laisser ça, la Caisse, de garder le projet pour eux. Il aurait dû, disons, jouer un rôle plus d'investisseur puis laisser plus la Ville de Montréal prendre le leadership. Parce que si la Ville dit, ben nous, on va passer là, tu sais, quand la question, on fait-tu de l'overhead ou pas au centre-ville, là-dessus, ben là, elle est là, oui, je sais pas, oui, non, oui. Là, on a comme perdu 6 mois, 1 an, parce qu'elle n'a jamais dit vraiment oui, parce qu'elle voulait pas mettre le singe sur ses épaules. Puis, au bout de la ligne, ça s'est pas fait parce qu'on le savait tout, le monde de politique, un peu d'expérience, on savait que ça n'avait pas d'allure mettre une affaire en hauteur de même sur un élément. Comme à Longueuil, ça a bloqué aussi. Ouais. Fait que t'es aussi bien de leur dire, ben, regarde, arrangez-vous, là, faites-moi un plan, puis quand ça sera entendu entre vous, là, vous viendrez me voir, puis moi, je vais vous financer, parce que si tu t'essaies si tu prends tout ça sur tes épaules, c'est sûr que les élus vont dire, OK, ben vas-y. Ça marche pas, c'est plate, ça marche pas. Puis là, on va tout retourner en case départ. Fait que c'est pour ça que, par exemple, dans le train de l'Est, là, à l'époque, moi, j'ai travaillé un peu avec l'RTM là-dessus, puis les villes aussi de l'Est. Puis j'ai dit, bon, là, faut que le projet il soit porté par vous. Il faut que c'est quoi vos intérêts, c'est quoi votre vision. Puis là, comme de fait, maintenant, le plan pour le train de l'Est, il est consensuel. T'sais. Puis l'autre condition que je leur avais dit, il faut que ça se rende en banlieue. Si ça ne se rend pas en banlieue, vous n'aurez pas de chèque. Parce qu'il y a trop de votes en banlieue. Fait que rendez-vous à Repentigny, surtout ces comtés-là, tout ça, c'est des swings, là. C'est des zones très, très déterminantes. Pas juste au provincial, au fédéral aussi. Si on s'en va en élection, les conservateurs, ils vont dire peut-être que je peux gagner ça, moi, Repentigny ou tout ça. Donc, il va y avoir un intérêt. Donc, il fallait que le projet il soit dans l'intérêt de Pointe-aux-Trembles, mais pas que ça arrête à Pointe-aux-Trembles. Il n'y a personne qui va faire un chèque de 5 milliards pour partir de Centre-Ville-Montréal à Pointe-aux-Trembles. Mais si tu te rends à Repentigny puis à Terrebonne, là, tu es dans un autre ballgame. Fait qu'il fallait que les deux travaillent ensemble. Puis c'est ce qu'ils ont fait. T'sais, le maire de Repentigny s'est mis à parler avec la mairesse de Pointe-aux-Trembles, puis elle a drainé la mairesse de Montréal avec elle, vu qu'elle était dans sa gang. Puis là, aujourd'hui, on a un projet qui est plus consensuel. Fait que c'est un peu la façon de faire. Là, aligner nos flûtes. C'est vraiment important. Puis les élus, il faut qu'ils se disent qu'ils ont une responsabilité de gérer leur territoire, mais dans le cas des chemins de fer, il faut qu'ils parlent avec les... Aussi, une question de rapport de force. T'sais. Là, maintenant, ces gens-là, ils ne s'occupent pas juste de développer le train de passagers. Ils ont leurs propres intérêts. Par exemple, s'il y a un enjeu de sécurité, ils n'aiment pas ça qu'un train soit stationné à quelque part. Bien, c'est bien plus facile quand ils sont toute la gang à appeler le CP et à négocier que si chacun d'eux, ils ont de la misère à se faire tourner un appel. Là, fait qu'il y a une question d'expertise aussi. Donc, c'est important de travailler en corridor
puis que les élus se parlent, puis prennent le leadership. Puis oui, je suis content de voir que l'ACFEM le fait. Puis là, on est rendu avec un projet un peu plus avancé. Aussi, les gouvernements, ils n'ont comme pas le choix de suivre, là, maintenant que les Verts sont tous alignés derrière le projet. Je vois le temps filer. Je pense que ça va être tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. J'aurais eu plein d'autres questions, mais auriez-vous un mot de la fin sur ça, une petite conclusion? Bien, en tout cas, j'ai juste à dire, vous dire, c'est comme tu es un élu municipal, donc je l'ai souligné à plusieurs moments dans l'entrevue, c'est vraiment important que les projets soient bien montés avec l'implication locale, puis les élus municipaux, ils ont un rôle déterminant là-dedans, non seulement pour leur propre territoire, mais parler aussi aux autres, aux voisins, aux autres du même corridor, puis ensuite qu'on puisse arriver à des projets plus structurants pour l'ensemble d'une région. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir.